Alors, je vais vous parler du monde OpenStreetMap où les choses sont un petit peu différentes du contexte SIG classique où, par exemple, il n'y a pas de définition de qu'est-ce qu'on peut trouver dans la base OpenStreetMap. Il n'y a pas une définition, on va dire, plus un usage ou une définition floue que quelque chose d'assez strict. Donc, on va essayer de traiter les données, de détecter des anomalies et la qualité sur quelque chose, entre guillemets, de mal défini. Donc, le principe d'Osmose, c'est de signaler aux contributeurs des possibles anomalies dans les données OpenStreetMap. Donc, c'est vraiment à destination des contributeurs et c'est un outil qui fait du signalement et pas de la correction. Le principe, c'est on prend les données d'OpenStreetMap qui sont disponibles au téléchargement. On les récupère, on les analyse et on affiche tous les signalements sur un site web où on a une carte et on peut trier, catégoriser, visualiser tous les signalements. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur le site web. Je vais vous montrer le site web directement. Voilà, donc une carte avec des punaises pour signaler les anomalies qui ont été détectées, toute une série de thématiques d'anomalies. Voilà, donc ici, contrairement aux outils précédents, l'utilisateur n'écrit absolument jamais de règles. C'est juste visualiser ce qui a été déjà créé comme règle. Donc, bon, une carte glissante, des punaises où on peut voir du détail. Je vais venir un petit peu sur le détail après. Des filtres qui permettent de filtrer suivant la sévérité de la carte, l'importance de la gravité de l'anomalie. Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup impactant ou finalement c'est quelque chose de mineur? Des thématiques qui permettent de filtrer sur des thématiques aussi. Non, les thématiques qui permettent de filtrer sur différentes thématiques. Est-ce que je m'intéresse aux pistes cyclables? Est-ce que je m'intéresse à la routabilité? Est-ce que je m'intéresse à la couverture des terrains? Est-ce que... voilà, ainsi de suite. Et ensuite, je peux, pour chaque type d'anomalie, dire si je veux l'avoir ou pas. Oui, vu qu'on est dans le monde d'OpenStreetMap, on s'intéresse aussi aux contributeurs, puisque chaque contributeur manipule des données et entre guillemets, la dernière fois qu'il manipule une donnée, c'est rattaché au contributeur. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est pour mon compte contributeur, j'ai 900 anomalies qui sont associées à mon utilisateur. Ça permet aussi à l'utilisateur qui contribue de voir quels sont les types d'erreurs qu'il fait et de s'améliorer dans la contribution qu'il fait. Donc pour chaque anomalie, en fait, voilà, ça analyse et ça fait des rapports sur les marqueurs. Et il y a plusieurs types de choses. Donc, dans OpenStreetMap, il y a des objets. On signale sur quel objet, un ou plusieurs objets, quand il y a plusieurs objets qui sont impliqués dans l'anomalie. C'est un processus qui tourne tout seul, automatiquement. En fait, il analyse le monde entier tous les 2 jours. On réanalyse et on remet à jour les marqueurs. Donc, c'est automatique. Il n'y a pas de traitement à lancer. Ça marche tout seul. Et ensuite, là, on voit une anomalie qui est sur la typographie où il faut un F majuscule. Donc là, ça a appliqué une règle de typographie et ça suggère une correction possible. Donc si on a l'éditeur, un des éditeurs d'OpenStreetMap lancé, on peut cliquer et en un clic, ça va appliquer la correction. Par contre, ça ne fait jamais de correction automatique. L'utilisateur peut aussi déclarer que c'est un faux positif, donc on cache l'erreur et aucun autre utilisateur ne la verra, ou dire comme quoi il a corrigé, en appliquant la correction proposée ou en faisant autre chose. Donc aujourd'hui, dans OpenStreetMap, pardon, dans Osmose, il y a environ 600 règles qui ont été écrites de validation, donc sur plusieurs années bien sûr. Donc ça ne fait pas que de la validation, ça fait aussi du rapprochement avec des jeux de données open data. Donc là, le but, c'est de comparer au niveau de l'exhaustivité et de proposer une intégration de ces données open data dans OpenStreetMap. Donc ça rapproche, est-ce que l'objet existe ou pas? Et même s'il existe, on peut rajouter des attributs, rajouter l'objet entier, ou mettre à jour les attributs.
Donc, Osmose, c'est un outil qui travaille sur le monde entier, comme je vous l'ai dit, donc sur des pays entiers ou sur des régions. Et suivant les pays, suivant les régions, les langues ne sont pas les mêmes, la législation n'est pas la même, le côté où on conduit n'est pas le même, ainsi de suite, les projections d'ailleurs aussi. Donc on applique des règles qui sont légèrement différentes suivant les pays ou suivant les zones. Par exemple, en Belgique, on parle français, on parle flamand, à Bruxelles les deux. Donc il y a des règles qui sont différentes dans le nommage de la voirie, et ainsi de suite. Donc voilà, comme je vous le disais, on valide en continu, en boucle, on revalide le monde entier. Aujourd'hui, on a une quinzaine de serveurs, donc la validation du monde entier en temps cumulé, ça prend 30 jours de calcul sur serveur tous les 2 jours. Donc il nous a fallu un petit peu de temps afin de réunir les 15 serveurs qui sont mis à disposition par des universités, par des entreprises, et ainsi de suite. Tout est bénévole là-dedans, de façon à pouvoir effectuer tout ce calcul sur le monde entier. C'est important d'avoir une fréquence la plus faible possible de mise à jour, parce que quand on contribue, on travaille sur une zone ou comme ça, sur plusieurs jours, et on veut voir, avoir un feedback sur ce qu'on est en train de faire, et pas un feedback dans un mois où on y saura aller faire autre chose. Donc là, quelques exemples en fonction des typologies d'analyse qui sont effectuées dans Osmose. Donc une des plus simples qui correspondait un petit peu à la rue de la ficelle, c'est valider les noms sur des règles simples, mais sur un seul objet. Donc là, je suis que sur des règles sur un seul objet, c'est-à-dire je prends mon objet et je valide sa structure. Donc essentiellement ses attributs. Donc on applique des règles sur les attributs de typologie, de typographie, comme dans le premier. Ou de cohérence entre les attributs eux-mêmes. Donc par exemple là j'ai un chemin qui est marqué à la fois en tunnel et à la fois en pont. On peut se poser des questions sur la cohérence du truc. Mais finalement, est-ce que c'est bien l'un ou c'est bien l'autre, ou peut-être même presque les deux, parce que le contributeur a fait une erreur ou a fait une mauvaise interprétation des sémantiques. Si on va voir l'anomalie qui est associée, en fait, c'est une passerelle couverte. Et donc, le contributeur l'a dit, c'est un couvert, il y a un toit, c'est un tunnel. En fait, non, c'est une passerelle couverte. Donc, il faudrait mettre un attribut qui spécifie exactement que c'est couvert. Il ne faut pas juste supprimer ou automatiquement. Et c'est là où c'est difficile d'appliquer des corrections automatiques et même de proposer des corrections automatiques. Parce qu'on ne sait pas s'il faut enlever tunnel, enlever pont ou proposer autre chose. Un autre exemple. Dans OpenStreetMap, on peut contribuer, mais il faut contribuer avec des données qui sont en cohérence avec la licence d'OpenStreetMap. Et là, par exemple, une source qui est, entre guillemets, illicite pour la contribution sur OpenStreetMap. Donc le contributeur, en toute bonne foi, il a marqué qu'il avait copié depuis Géoportail, sauf qu'il n'y a pas le droit. Donc là, pareil, on va signaler, comme ça, quelqu'un d'autre, ou même le contributeur initial, verra que c'est pas bon et supprimera l'objet. Donc là encore, une autre correction très simple où en fait il manque l'accent sur école. Et là, hop, on propose une correction, un clic, en correction appliquée. Donc voilà, donc ça c'est les corrections sur un seul objet à la fois. Ça c'est fait avec des scripts Python qui appliquent différentes règles de validation, de cohérence, de test. C'est juste des scripts Python qui sont appliqués sur les objets un à un. Chaque objet est pris indépendamment et il est validé sur un certain nombre de règles simples. D'autres types de validation, multi-objets, est pareil uniquement sur l'attributaire, mais fait entre guillemets de l'auto-validation. Là, le principe du Soundex, donc c'est un des exemples parmi d'autres, c'est de détecter qu'un nom s'écrit de façon différente pour une même zone, même pays, on va dire, par fréquence d'utilisation. Donc, on voit que la version avec accent est, par exemple, présente dans 80% des cas, et l'autre version est beaucoup moins présente. Donc, on va suggérer à l'utilisateur qu'il manque probablement un accent. Donc là, c'est de l'auto-validation, en fait. On détecte une tendance et on propose de converger vers cette tendance. Donc là,
sur une base de données Postgre où on analyse les différents attributs et on propose des choses. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a évidemment plein d'autres exemples sur le même concept. Ensuite, il y a la partie spatiale, où là, on fait des analyses avec des requêtes spatiales sur une base PostGIS, et on détecte, par exemple, une intersection entre un bâtiment et une voirie. Donc là, c'est juste de l'analyse spatiale pour proposer, pour signaler aux contributeurs. Un autre type de validation qui est topologique, qui est différent pour OpenStreetMap entre le spatial et le topologique, qui vient du fait que les objets dans la base native d'OpenStreetMap ne sont pas des objets géographiques au sens PostGIS. Ils sont juste décrits par leur topologie. C'est-à-dire qu'ils vont être décrits avec des points qui vont avoir des coordonnées, des line strings qui vont faire référence à ces points. Et donc on peut parcourir le graphe topologiquement sans manipuler les géométries. Et donc on peut aussi faire des cohérences, des tests de cohérence à ce niveau-là. Donc là, on peut valider à la fois la topologie et les tags et déterminer des choses. Donc par exemple, là un exemple sur une ligne haute tension qui ne se termine sur rien du tout. Voilà, donc là, par exemple, on voit des lignes haute tension, et là, j'ai ma ligne haute tension qui arrive sur nulle part. Donc là, voilà, un signalement sans possibilité de correction. Donc là, j'en ai un autre, je ne sais pas si c'est le même genre de choses. Oui, là, je suppose qu'il n'y a pas de connectivité entre les deux lignes, celle qui est un peu horizontale et l'autre. Alors, la seconde grosse partie de ce que fait Osmose, en fait, hop, si je mets tous, voilà, donc là, tout ce qui est ici, là, que je fais défiler, ce sont des catégories d'analyse. Et en vert en bas, ce sont tout ce qui est relatif à l'intégration d'Open Data. Donc, pour les... Ah, pardon, ouais, on ne voit pas les couleurs, là. Oui, voilà. Donc je refais défiler vite fait. Voilà, donc tout ça, ce sont des catégories d'analyse, et les dernières en vert, ce sont de l'open data. Alors, c'est pas parce qu'il y a un item ici que ça correspond à une analyse ou à un jeu de données. De façon à ce que la liste, je vous ai dit, il y en a 600, de façon à ne pas avoir une liste de 600 ici, c'est catégorisé, de façon à pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus visible et gérable. Donc par exemple, au niveau de l'open data, je vais prendre les écoles. Et je vais avoir, je vais cacher les pylônes électriques parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes avec des pylônes électriques qu'avec des écoles. Bon, j'ai peut-être pris un mauvais exemple. Ah, donc, plusieurs choses avec l'open data. On fait un rapprochement. Donc, on est capable de détecter des objets qui sont dans l'open data qui sont absents d'OpenStreetMap, des objets qui sont dans OpenStreetMap qui sont absents de l'open data. Et quand on arrive à faire un rapprochement, on peut, quand on ne fait pas de rapprochement, on peut proposer l'ajout dans OpenStreetMap. Quand on fait un rapprochement, on peut proposer d'enrichir l'objet qui est dans OpenStreetMap sur lequel on a fait un rapprochement. Et si jamais il y a des références publiques comme des codes finesse ou des codes feintoirs, on peut proposer de mettre à jour si on a dans l'open data des changements ou des attributs supplémentaires. Donc là, un exemple avec les bureaux de poste. Où on a des propositions d'intégration de bureaux de poste. Donc là, je suis dans une petite ville où il y a une annexe de bureaux de poste et ça me propose voilà, d'ajouter tout ce qui est open data converti sous forme d'attributs OpenStreetMap. Et en un clic, là, si j'ai l'éditeur d'ouvert, je vais ajouter ce point-là. Ensuite, je peux le requalifier, le repositionner, le réajuster à la main.
mais ça va m'aider à intégrer et à qualifier la donnée. Avec ça, je vous ai mis un graphe qui est le nombre d'objets de type bureau de poste ou annexe de bureau de poste qui ne sont pas retrouvés dans OpenStreetMap. Donc, on voit bien que ça diminue dans le temps. Donc, les objets sont de plus en plus intégrés. Ils ne sont pas forcément intégrés avec cet outil-là. Ils peuvent être intégrés de par ailleurs d'un contributeur qui tombe sur un bureau de poste en faisant un tour et qui l'ajoute. Mais ça permet quand même d'avoir une idée de l'avancement des données vis-à-vis de l'open data. Donc, ces graphes-là, on les a pour tous les types d'analyses, par pays. Voilà. Quelque chose d'intéressant aussi, on voit que c'est pas du tout linéaire dans le temps. Parce qu'en fait, là, par exemple, là, les données qui sont manquantes, ça va plutôt être des annexes de bureaux de poste qui vont être dans des épiceries ou dans des mairies, dans des villages, alors que les données sont le plus cartographiées dans les grandes villes. Donc d'autres impacts, d'autres graphiques sur l'intégration et la correction de données. Donc là, c'est des graphiques au niveau de pays entiers. Donc deux types de choses. Je parlais d'abord des États-Unis. En fait, on a commencé par la France dans Osmose et les États-Unis sont venus que plus tard. Les États-Unis, on a mis les États-Unis qu'en 2015. Et quelque chose d'intéressant, c'est que dès que on commence à visualiser les anomalies, les contributeurs derrière s'en saisissent de façon entre guillemets massive pour corriger tout ce qui sort. Forcément, on le voit, donc on sait sur quoi il faut cibler et surtout il y a des choses très faciles à corriger, tant qu'on ne les voit pas, on ne sait pas qu'il faut les corriger. Donc à partir du moment où on les voit, ça descend. Et après, ça continue à descendre doucement, plus ou moins rapidement. Mais le point vraiment essentiel pour moi, c'est à partir du moment où on voit et que les contributeurs et que ceux qui rentrent des données voient qu'il y a des problèmes de qualité, parce qu'on met le doigt dessus, ça permet de corriger ça, mais aussi d'entretenir la donnée. C'est un petit peu ce qu'on voit ici, où ça reste stable après coup, parce que ça ne regrandit pas, parce qu'il y a eu un effet d'annonce ou comme ça, mais vraiment, ça permet de stabiliser les choses. Ensuite, ici, on a un pic qui n'est pas du tout lié à une baisse de la qualité de la donnée, mais qui est lié à l'ajout d'analyses supplémentaires. En fait, plus le temps passe, plus on ajoute des analyses, et donc forcément, sur les graphiques, ça remonte. Mais on voit qu'après coup, tout de suite, hop, c'est pareil, ça redescend. C'est un petit peu ce que j'ai voulu marquer ici sur le graphe pour la France, c'est que ça reste stable, en fait. Malgré le fait qu'il y ait des nouveaux contributeurs qui ajoutent des erreurs, qu'il y ait des corrections et qu'il y ait des nouvelles règles, on voit que malgré tout, on est sur quelque chose de plat. Donc on a sur des ajouts de règles ou des choses temporaires, mais finalement, ça reste plat, c'est-à-dire il y a une sorte de volume d'anomalie, entre guillemets, minimal. C'est-à-dire au-delà duquel, du fait du projet, du fait de l'écosystème et tout ça, on aura du mal à descendre en dessous. Moi, c'est surtout ça que je veux faire passer comme message, c'est qu'un outil comme ça, ça permet de... Alors, je crois que c'est ce que je dis ici. Voilà, ça permet de contenir la hausse. Ça ne va pas être miracle, ça ne va pas faire disparaître toutes les anomalies, mais les pointer, les visualiser et surtout les montrer à ceux qui produisent les données, ça permet de stabiliser, on va dire, la qualité. Donc, une petite démo au niveau de l'interface. Donc, une cartographie avec tous les marqueurs, vraiment un certain nombre de catégories d'anomalies ici. Différents calques aussi qui sont des projets indépendants qui permettent de visualiser on va dire des indicateurs de qualité, par exemple de la voirie sans nom ou des cartographies de niveau administratif et ainsi de suite. Des visualisations plus... J'active tout. Des visualisations plus de haut niveau aussi pour avoir une idée où se focaliser. Le but, en fait, c'est pas de lancer des analyses de faire un focus et d'analyser quelque chose à un endroit particulier, mais c'est au contraire d'analyser tout
pour faire un focus là où il y a un problème. Très mauvais exemple. Voilà. Donc ici, on voit la densité de signalement par couleur qui correspondent aux celles dans le menu, mais ça permet justement de se faire une idée de où est-ce qu'il faut se focaliser. Donc par exemple, forcément là où il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'anomalies. Mais là, peut-être, il n'y a pas forcément beaucoup de données, il y a peut-être une petite ville, mais on voit qu'il y a une densité, il y a un pic d'anomalies. Donc on peut se dire, là, il y a quelque chose à aller améliorer. Ensuite, tout ce qui est ici peut être, au niveau marqueur, peut être exporté dans les éditeurs, exporté dans les GPS, par exemple, pour aller valider sur le terrain. On peut aussi filtrer avec tout ce qui nécessite d'aller sur le terrain, justement, pour revalider. Comme ça permet d'exporter juste ça et d'aller que le contributeur puisse aller valider. On peut aussi filtrer sur tout ce qu'on peut faire sans aller sur le terrain, justement. Juste avec une imagerie aérienne ou juste parce que c'est des problèmes structurels au niveau des données. Comme je vous l'avais dit, ah oui, ça c'était les thématiques. On peut aussi filtrer tout ce qu'on peut corriger facilement. Par exemple, toutes les anomalies pour lesquelles il y a des propositions de correction. Donc là, il n'y a plus qu'à parcourir les anomalies une à une et de dire oui, non ou je ne sais pas. Hop, voilà, par exemple ici, bureau de poste. Où il propose de rajouter un nom pour le bureau de poste qui n'est pas présent. Non, c'est pas le bureau de poste, c'est pas le nom qu'il propose de. Il propose de dire qu'il y a un distributeur de billets, qu'il y a une photocopieuse, qu'on peut y aller en fauteuil roulant. Et il me dit alternativement, peut-être qu'il faudrait changer le nom. Il me propose 2 corrections possibles. Alors là, le nom, vu comme il est écrit, je suppose qu'on ne va pas le prendre parce qu'il est tout en majuscule, par exemple, alors qu'il était déjà bien écrit. Mais parce qu'au niveau de l'open data, on ne sait pas. Voilà. Et ça permet vraiment de faciliter. Le but, c'est de pouvoir contribuer plus facilement en facilitant la vie des contributeurs qui vont avoir une interface. Il ne va pas y avoir de... Par exemple, les contributeurs ne vont pas recevoir un mail parce qu'ils ont fait une anomalie. C'est vraiment volontariste. Il faut qu'ils viennent ici et qu'ils se disent « Ok, qu'est-ce qu'il y a comme anomalie dans mon quartier ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait comme anomalie pour moi-même ?» On peut aussi voir ses propres anomalies, donc signalement par utilisateur. Donc si par exemple je mets mon nom d'utilisateur, je vais avoir voilà, mes erreurs. Je peux aussi les filtrer par niveau d'importance, par exemple. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des fonctionnalités majeures. Si vous avez des questions, oui. Par rapport à l'intégration de données ouvertes, c'est des administrateurs OSM qui le font ou n'importe qui peut importer des données ouvertes et du coup se retrouver avec plein de doublons pendant un moment sur OSM? Alors, dans OpenStreetMap, il n'y a pas d'administrateur et toute validation, comme vous voyez, est a posteriori. Donc effectivement, c'est possible. On peut importer des choses en doublon, en triplon. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive. C'est pour ça qu'il y a des outils justement qui vont permettre de détecter ce genre de choses-là. Là, il y a des analyses, par exemple, qui vont détecter, même si c'est à proximité ou si on a mis une école avec un point et une école avec un polygone, ça va remonter une anomalie. Donc c'est pour ça qu'il y a des outils comme ça. Et dans la pratique, je dis, il y a une espèce de plancher d'erreurs auquel c'est difficile de descendre en dessous, mais ce type-là d'erreur va être quand même assez vite corrigé, du moins sur des zones comme la France, où il y a quand même un certain nombre de contributeurs actifs qui arrivent à maintenir une stabilité dans le nombre de problèmes. Oui. Merci pour cette présentation. Moi, c'est juste par curiosité, j'ai plusieurs questions. En fait, ces règles-là qui sont développées, c'est-à-dire qu'il y a une équipe à OSM de développeurs qui codent en Python des règles, par qui elles sont remontées, et puis j'imagine par rapport à la sémantique, à l'orthographe, les accents, ça veut dire qu'il y a des équipes locales aussi chargées
de développer ces process. Et aussi par rapport à ces process, je me demandais, vu que ça peut intéresser une communauté assez large, s'ils étaient disponibles en code source, open source. Et aussi, je voulais savoir par rapport à l'import massif de données, parce que sans doute qu'avec OSM, il y a eu des soucis d'import massif de données. Enfin, je pense aux applications telles que Pokémon, machin. Voilà, et comment, j'ai vu aussi les graphes où il y a les pics, du coup, est-ce que vous avez des systèmes d'alerte qui disent, tiens, sur telle zone, d'un coup, il y a des choses qui ont été rajoutées. Voilà, ça fait 3 questions. Alors, oui, le code source d'Osmose qui est écrit en Python pour les règles simples et en SQL PostGIS, PostgrePostGIS pour tout ce qui est un petit peu plus complexe, voire même d'autres types de règles qui sont externes, parce qu'en fait, la partie site web, elle est séparée de la partie analyse. Et en fait, on envoie des analyses dessus. Donc il y a même des personnes ou des programmes externes qui envoient des analyses aussi, des résultats d'analyse sur cette visualisation-là. La majorité des règles, toutefois, est écrite par une énorme équipe de développeurs. Donc c'est moi qui ai écrit quasiment toutes les règles qui sont aujourd'hui présentes dans Osmose. Alors il y a des spécificités par pays ou comme ça, et effectivement il y a du dialogue, il y a des contributeurs externes et tout. Surtout pour des règles qui sont sur des choses difficiles à maîtriser, comme dans quel cas on emploie de l'hiragana ou du katakana au Japon. Voilà, moi j'ai un peu de mal à juger ce genre de choses-là, ou quels sont les types de scripts et d'alphabets qu'il faut employer pour telle langue dans telle région du monde. Voilà, donc on apprend aussi beaucoup de choses. Ensuite, il y a le wiki qui permet de décrire l'usage. C'est plus basé sur l'usage. Le but ici, c'est de faire converger un usage. C'est pas de forcer quelque chose, parce que dans la façon de cartographier des choses, il y a même des façons concurrentes de cartographier les mêmes choses. Donc là, le but, c'est de valider les deux. C'est pas de décider, surtout quand voilà, il y a un rapport de force à peu près égal dans notre façon de faire, c'est de valider et d'aider à faire converger sur l'existant. Voilà. Et la dernière question que je ne me souviens plus. Alors, sur l'import massif, il y a plusieurs choses. Voilà, donc Osmose avec l'Open Data ne fait pas de l'import, il fait du rapprochement et il propose de l'intégration. Donc ensuite, c'est aux contributeurs d'intégrer un à un tous les éléments. Disons que l'import a été fait, on va dire, il y a eu des imports qui ont été faits au début d'OpenStreetMap, quand OpenStreetMap était plutôt vide. Aujourd'hui, OpenStreetMap est quand même assez... Enfin, il y a un faux sentiment de plein. Il y a des trous. Il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas d'hétérogénéité au niveau du niveau de détail, au niveau de la complétude et tout ça. C'est très, très variable en fonction des régions, en fonction des attributs et tout ça. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins d'imports. Il y a surtout de l'intégration de la dentelle. Parce que justement, il y a déjà beaucoup de choses et qu'il faut fusionner ces choses-là au niveau géométrique, au niveau attributaire, au niveau sémantique. Et donc, il y a quasiment plus d'imports aujourd'hui qui sont faits. Parce que c'est techniquement plus possible.